Bonjour à tous. Bon, on a un invité spécial ce Bonjour à matin tous. Voilà. et désolé pour le micro retard, c'est parce que changement d'environnement, le micro de Georges Ouais. ne marchait plus. Ah Voilà. bah, Jean-Pierre Leroux qui disait déjà qu'il fallait que tu changes d'appareil auditif, Georges, hein. D'appareil auditif. Oui, parce qu'on avait un problème de son, il disait: «Ah, ils sont encore en retard», enfin le truc habituel quoi, Voilà. hein. Bon et Alors, et c'est ma voilà, faute. visiblement, voilà, on a un problème de son à régler et voilà et ça va être un Alors peu embêtant. C'est ma Georges, faute et c'est ma faute. Je vais vous expliquer pourquoi c'est ma faute. on sait que tu as un enregistrement dans pas très longtemps, donc on n'a pas énormément de temps avec toi, mais tu vas nous dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es rentré, finalement? Puisque hier tu étais à Istanbul, tu suivais et cetera, tu es allé voir ce qui se passait et au final, tu es là ce matin, donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ouais, donc je suis là chez moi ce matin dans un chaos de valises et j'ai rebranché les ordinateurs, les caméras. Évidemment, c'était pas, la bonne manière de le faire, donc ça a pris un petit peu de temps. Je suis désolé pour ce retard qui est totalement de ma faute et donc eh bien, hier soir, j'ai décidé de rentrer, finalement, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, bah, il ne se passait pas grand-chose. À part, une foire d'empoigne absolument colossale, avec les journalistes et il ne se passait pas grand-chose parce qu'il y a pas de délégation ukrainienne. Voilà, voilà. Il y avait pas de délégation ukrainienne, donc c'est difficile de négocier, de lancer des négociations. Heu et puis, maintenant, il y a une délégation ukrainienne, mais apparemment la délégation ukrainienne n'a pas de consigne. Alors je vais y revenir, donc je vais vous faire le compte rendu là maintenant. Donc hier, pas grand-chose et puis il y a une autre, double raison, c'est que si je n'étais pas rentré, eh bien, j'aurais eu un problème familial assez sévère car c'est en même temps mon anniversaire et celui de ma dernière petite fille. Donc aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Voilà, vous pouvez tous me souhaiter joyeux anniversaire. Tu cassé totalement le prank que j'allais faire. Bon, c'est Ah pas oui, grave. C'est pas grave. Voilà, donc il y avait, voilà, il y avait une raison pour rentrer, très rapidement. Et tu avais envoyé une petite photo hier, hier soir, Pedro, je crois. Est-ce que tu l'auras sous la main quand je vais, Alors, je vais chercher ça. non, je crois pas que tu l'aies, je crois pas que tu l'aies. Je crois que c'est pas passé. OK. Donc, heu, eh bien, c'est ce que je vous disais, les Ukrainiens, par, la parole, la voix de Volodymyr Zelensky, se sont plaints, de la délégation russe en disant que c'était une délégation, de mauvaise qualité. Donald Trump a dit: «Non, c'est une très bonne délégation» et évidemment que c'est une bonne délégation puisque c'est la délégation, elle est menée par, Medinsky, Vladimir Medinsky. Il y a que des Vladimir, hein, c'est Volodymyr ou Vladimir, genre un seul prénom. C'est Vladimir Lénine, c'est Vladimir Poutine, c'est Vladimir, Volodymyr Zelensky et Vladimir Medinsky. On est un peu comme dans le livre Guerre et paix. Pour ceux qui l'ont lu, quand on est que français, c'est très, très difficile de suivre au début parce que tous les prénoms et les noms sont quasiment pareils, mais c'est pas les mêmes personnages. Donc Vladimir Medinsky, voilà. Leader de l'équipe de négociateurs russes. Il est dans le cercle rapproché des conseillers géopolitiques de Vladimir Poutine et il était déjà le chef des négociations en mars-avril 2022, donc il est parfaitement compétent. Le truc, c'est que vous l'avez peut-être vu, il y a eu des images envoyées par la Russie d'une grande réunion entre Poutine et sa délégation de négociateurs et Lavrov, les responsables des affaires étrangères, les militaires russes pour eh bien dire quelle était la ligne à tenir. Donc les négociateurs russes sont arrivés avec une ligne claire qui est la leur et qui était celle formulée avant que tout ça ne commence par Piotr Tolstoï dans la vidéo que on a faite avant-hier depuis Moscou, avec lui en interview. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez les regarder. Et la position est claire. Premièrement, l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Voilà. L'Ukraine est neutralisée et il n'y a pas de base ni secrète, ni ouverte de l'OTAN, des États-Unis, de la CIA, de l'Union européenne, rien. Zéro.
avec contrôle russe. Or, comme c'est une guerre d'extension de l'OTAN, eh bien, ça signifie une défaite pour l'OTAN. Bon, c'est une négociation, il faut accepter une défaite, évidemment, c'est pas simple. Deuxième point, reconnaissance de tous les territoires conquis, donc les 4 oblasts, puisque maintenant elles sont constitutionnellement en Russie, plus la Crimée. Donc c'est 5 oblasts de l'Ukraine. Et pour que ce soit clair, ça a été dit par Piotr Tolstoï, mais ça a été répété hier soir par Lavrov. Si la guerre continue, il y aura plus de l'Ukraine perdra plus de territoire. C'est ce qu'avait dit le conseiller Arestovitch, le conseiller de de Vladimir de Volodymyr Zelensky, qui n'est plus son conseiller, mais qui était son fameux conseiller pendant longtemps. Il a dit si la guerre continue 6 mois encore, on perd 2 oblasts. Si la guerre continue encore 1 an, on perd 4 oblasts supplémentaires, et donc la moitié de la Russie, la moitié de l'Ukraine. Et donc, il ne s'est pas passé grand-chose hier en dehors de cette position claire des Russes, plus restitution des avoirs russes. Or, du côté ukrainien, on a Volodymyr Zelensky qui a tenté. Ah, il y a quelqu'un qui s'amuse beaucoup avec à faire tourner. On fait tourner manège là, avec nos têtes. Et donc, oui, du côté Zelensky a essayé de provoquer en disant ah bah Poutine n'est pas là, il ne veut pas faire la paix. Le fait est que les Russes, c'est assez clair. Piotr Tolstoï a été très clair. Ils le sont tous. Si ça ne se fait pas sur leur base, la guerre continue. Donc, c'est pas une découverte. Et évidemment que Vladimir Poutine n'allait pas venir pour rencontrer Zelensky et lui donner le point de la rencontre. Et de toute façon, il rencontrera Donald Trump. D'ailleurs, Donald Trump a mouché Zelensky en disant que, évidemment, que Vladimir Poutine n'allait pas venir et qu'il ne viendra que quand il viendra lui pour se rencontrer et clore ce conflit. Donc, ce qui est intéressant, ce qui s'est passé hier et qui a été peu abordé, et là je vais vous faire une révélation, je pense, parce que ça a été vraiment, vraiment pas du tout abordé, c'est que ces débuts des négociations ont commencé avec, d'un côté, du côté russe, la manifestation claire que la guerre va continuer si ça ne se fait pas sur leur base. D'abord, il y a Ah, des nouveaux petits missiles S-8000 dans l'arrière de l'Ukraine, en faisant des dégâts. Alors, c'est pas très clair quelles cibles ont été touchées, parce que ça a touché des cibles dans la profondeur ukrainienne. Le message est clair. Les troupes de l'OTAN qui arriveraient, qu'elles soient françaises, britanniques ou autres, qui arriveraient sous drapeau national ou caché, seront détruites. Voilà, une montée en tension. Donc là, apparemment, des bases potentiellement des bases où il y aurait des officiers, des personnels de l'OTAN ont été touchés dans l'ouest de l'Ukraine. C'est très difficile à vérifier. Par contre, ce qui n'est pas difficile à vérifier, eh bien, c'est que la Russie a nommé un nouveau général chef des armées de terre et ils ont choisi le général Mordichev. Donc voilà, je cherchais la photo pour que vous l'ayez, mais je ne la trouve plus. Où est-ce que je la voyais, Pedro? Donc le général Mordichev, il faut savoir que c'est leur meilleur général sur le front en Ukraine. Il est meilleur parce que prisé et salué par la troupe, par les soldats, par les officiers, et il a eu beaucoup de succès sur le front sud et le front centre. Tant résultat contre les Ukrainiens qu'en moins de pertes humaines et matérielles que les autres. Il est dans la cinquantaine et il remplace le précédent général. Donc ils choisissent, enfin c'est un signe clair qu'ils mettent leur meilleur général qui s'est forgé au front, hein, et pas juste théoriquement, eh bien, à la tête des armées de terre russes. Donc voilà, les signaux sont envoyés, et c'est pour ça que ça a du mal à démarrer, parce que pour le moment, tout ça signifierait pour l'UE et pour l'Ukraine, et d'une certaine manière pour les États-Unis, eh bien, l'acceptation d'une défaite. mmh.
Donc voilà, le compte rendu que je ne vous ai pas fait hier soir depuis Istanbul, comme j'avais promis, parce que bon, de toute façon, il ne se passait rien sur place, de nouveau, vu qu'il n'y a pas du tout de négociation et qu'il fallait prendre l'avion. Donc bah, j'ai opté de ne pas me faire massacrer par ma femme. Rentrer. C'est prudent, faut prudent. Georges, j'avais une question à te poser, annexe, puisqu'on parle un petit peu de non-présence de l'OTAN. Il y a un pays, au nord, qui s'appelle la Finlande et il y a 2-3 jours, je crois, heu, la presse a noté effectivement, qu'il y avait une grosse activité, près de la frontière finlandaise, qu'il y a des bases qui ont été renforcées et cetera et cetera. Donc bon, c'était pour savoir si tu penses qu'il y a un problème de ce côté-là, qu'il peut y avoir un problème de ce côté-là pour les mêmes motifs que pour l'Ukraine d'ailleurs, puisque historiquement, la Finlande n'était pas rentrée dans le bloc de l'Est après 45, tout simplement parce qu'ils avaient signé un accord de neutralité qu'ils ont, révoqué, au début de l'opération spéciale. Du côté des Finlandais, beaucoup considèrent que c'était une grosse bêtise que d'avoir révoqué cet accord de neutralité, qui les a mis dans une situation assez confortable, puisque protégés et ne pas avoir la nécessité de faire des dépenses colossales dans leur système de défense. Euh, Là, on est dans une logique toujours de montée en tension, y compris du côté de l'OTAN. Donc, renforcement des bases le long de la frontière, russe. Ah là là là. Je suis désolé, je suis obligé de prendre cet appel et je reviens vers vous. Un instant. Voilà. Donc, et de toute façon, je crois que Georges a une émission aussi à enregistrer. Ouais, Heu, bon, pas longtemps, mais bon, il revient. Mais après, bon, alors quand même, j'ai pas été taquin, j'ai pas fait remarquer que son anniversaire tombait le jour, du début de la révolution culturelle chinoise. non mais moi j'avais préparé tout un truc, tu vois? Avec mise en scène. Mais tu sais, aujourd'hui, on commémore quelque chose. C'est le mariage de Louis XVI et Marie-Antoinette à Versailles et genre, il allait s'attendre à ce que je parle mais aussi et bam et il a divulgaché tout, voilà. Ouais, ouais, En plus, il j'avais a tout préparé, tu cramé. as vu un visuel, un magnifique visuel, voilà, bam. Oui, oui, puis le 16 mai, c'était aussi, en 1929, la première cérémonie des Oscars. Donc en plein festival de Cannes, voilà, c'est un comment dire? Un choc avec l'actualité du coup. Mmh mh. Alors, il y a beaucoup de choses à traiter, on a un invité tout à l'heure. Je voulais commencer par un hommage Ouais, alors, à alors je veux bien prendre mon onglet parce que sinon on va pas comprendre. Tac, alors, voilà, pardon. oui, Donc, c'est le décès, de Pepe, Mujica. Mojica. Ouais, alors moi je le dis à la brésilienne, tu vois? Ah ouais. Bah, Heu, c'est vrai qu'en Uruguay, on parle aussi le portunhol, exactement. De toute façon, l'Uruguay enfin, au nord de l'Uruguay. n'est qu'un vassal du Brésil, hein. Non, et justement, il a gagné son indépendance face au Brésil et d'ailleurs, on ne le dit pas assez, enfin, on le sait pas assez, mais l'Uruguay, a eu, dans ses rangs pour combattre le Brésil et l'Argentine, je crois d'ailleurs, oui, parce qu'ils ont eu leur autonomie, difficilement. Ils ont eu un officier qui est revenu en Europe après pour libérer, pour œuvrer à l'unité de son pays, ce qui était Giuseppe Garibaldi, qui, était l'amiral de la flotte, uruguayenne qui devait être de l'ordre de 4 coquilles de noix, hein, faut se le dire. Bon, Alors, ouais, moi, j'ai écrit quelque chose, alors c'était une publication qu'on devait écrire avec, Fréquence Populaire, mais je voulais qu'on fasse une vidéo. Au final, on va en parler, ce matin. Donc, par rapport à Pepe Mujica, donc, je vais lire, c'est assez rapide. Donc: «Adios Pepe Mujica», comme tu dis, heu, on va le faire
en castellan. Le cœur d'un peuple s'est arrêté, donc Pepe Mujica nous a quittés donc hier. Heu Hier ou avant-hier, je veux pas dire de Donc bêtises. c'était mardi, Oui, c'était mardi, mardi. pardon, autant pour moi. Heu, le monde perd un homme rare, un ancien Ouais, président, oui, mais surtout un résistant, un humble, un juste. Peu de dirigeants peuvent dire avoir tout risqué pour leurs idées. Lui l'a fait. Engagé dans la lutte armée contre la dictature uruguayenne, emprisonné pendant plus d'une décennie, dont plusieurs années dans le noir absolu, ouais. dans des conditions inhumaines, torturé, mais jamais brisé. Mujica est devenu l'un des visages les plus lumineux de l'Amérique latine. Il aurait pu sombrer dans la haine, il a choisi l'humanité. Il aurait pu s'installer dans le pouvoir, il a préféré rester simple. Il aurait pu oublier d'où il venait, mais il s'en est toujours souvenu. Dans sa vieille ferme, avec ses fleurs, ses chiens et sa coccinelle cabossée, il montrait qu'on pouvait présider un pays sans mépriser son peuple, qu'on pouvait gouverner sans se vendre, qu'on pouvait vieillir sans trahir. Dans un monde de communication, Mujica était une conscience. Dans un monde d'ambition dévorante, il était un rappel brutal et essentiel, l'éthique, la justice sociale, la paix intérieure. Merci Pépé pour ton courage face à la dictature, pour ta modestie face au pouvoir, pour ton exemple immense. Tu n'es pas mort, tu es devenu un repère. Donc oui, et effectivement, comme dit Rob Caillou, il allait avoir 90 ans Ouais, dans 80. une semaine. Donc c'est important de rappeler ça puisque on n'est pas, contrairement à un Gabriel Attal ou un Clément Beaune ou même un Emmanuel Macron, à une construction. On est sur quelqu'un, on va dire, sur une fondation, si on peut dire ça comme ça. On c'est pas un produit marketing, Pepe Mujica. Ouais, C'était quelqu'un d'intègre. C'est pas, ça paraît étrange parce que en politique, ça, ce genre de comportement devrait être la majorité. Surtout quand on veut diriger le peuple et être dans une démocratie et répondre aux aspirations populaires. ouais, Malheureusement, en fait, c'est quasiment des saints démocratiques, si on pourrait dire ça comme ça, parce qu'ils sont très, très, ouais. très, très rares. C'est donc ne serait-ce que de pas s'embourgeoiser avec le pouvoir. C'est très rare. Ah oui, là, c'est rarissime, hein, je veux dire, c'est pas le PS à partir de 80, hein. C'est vraiment autre chose, hein. Ouais, en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est surtout le parcours du personnel du gars parce que, bon, alors lui, en fait, il est né dans une famille, bon, qui était politisée, mais pas forcément, il a même un ancien président uruguayen dans dans sa famille. Heu, donc voilà, il était un peu dans le sérail, mais plutôt dans des partis, dans ce qu'on appelait le parti, national. Mmh mh. Donc voilà, donc il a eu, il a été quand même, il a été quand même baigné dans la politique. Heu et puis, donc effectivement, de 59 à 60, il accompagnait, comment s'appelle, Enrique Hero, qui était au ministère du Travail. Donc voilà, et après, en 62, il a quitté le Parti national pour créer un truc qui s'appelait l'Union Popular, donc un parti de gauche, donc en collaboration avec le PS. Voilà, et après, du coup, après, au milieu des années 60, il a rejoint un mouvement qui s'appelait le MLN, c'est-à-dire les Tupamaros, c'est-à-dire, globalement, c'est un groupe politique armé d'extrême gauche, et alors, qui était très inspiré par la révolution cubaine. Et en fait, par exemple, il a participé à une opération militaire, contre la prise de contrôle d'une ville, qui s'appelle Pando, en 69. Il dirigeait une des 6 escouades. Bon, et donc du coup, les Tuparos, c'était quand même pas des tendres, c'est-à-dire qu'en gros, ils finançaient la lutte armée, par des enlèvements, et cetera. C'était quand même, c'était pas des rigolos, quoi, hein, c'était, Bah, la pas révolution est une cause, voilà, il faut la financer et on voilà, ouais, ouais, et ouais, donc il a été attention, hein, je ne légitime pas, la lutte armée, mais dans certains cadres et surtout, il faut se rappeler, l'opération ouais, Condor en Amérique latine. ouais, ouais, Opération qu'il ne faut pas oublier est une opération d'extermination, et je pèse bien mes mots, mmh,
de tout courant, toute pensée de gauche sur le continent latino-américain. C'était ouais. une volonté des Américains de financer une politique d'extermination et j'emploie bien le terme extermination parce que c'est ce qui s'est passé et Ah donc oui, tout à fait. du Mexique, au Chili, en partant partout et donc c'est ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que les, guerrilleros, ils se retrouvaient dans des situations où ils ne pouvaient et c'est ce qui s'est passé, pendant très longtemps en Colombie, que devenir, on va dire, rentrer dans la clandestinité et pour financer la cause, trouver des solutions. Il faut pas oublier, le déséquilibre entre, une armée, d'une dictature supportée par les États-Unis Ouais. et derrière quelques centaines d'utopistes qui Alors, voulaient améliorer les conditions sociales des gens. pour être plus précis quand même, le coup d'État militaire, c'était en 73. Bon, donc en gros, les opérations en 69, c'était un gouvernement qui était, bon, très clairement, conservateur et même, Oui, mais après dictateur tout de autour, tout. il y avait déjà des dictatures. Ils savaient que c'était une Ouais, question de temps, si tu veux. Tous les gouvernements démocratiques d'Amérique latine étaient en train de tomber les uns après les autres. Donc ils étaient oui, déjà très dans une clairement. logique de résistance. Ouais. Oui, donc en fait, il a été capturé, voilà, il a été capturé à 4 reprises, hein. Donc il faisait partie des 100 Tupamaros qui s'étaient, évadés de la prison de Punta Carretas en 71, ce qui était quand même fort. Ils avaient en fait, c'était un truc très rigolo, ils avaient creusé un tunnel depuis l'intérieur de la prison et en fait, si j'ai bien compris, ils s'étaient barrés sur des ple de par des avec des sur des planches à roulettes. C'était vraiment un peu particulier. Je crois que ça en a parlé un peu sur, heu, dans un film, je crois. Et donc voilà, il a été appréhendé à nouveau en 72 et puis effectivement, il y a eu après le coup d'état militaire, ça s'est pas du tout arrangé puisqu'en fait, lui et 8 autres heu, ont été choisis spécialement pour être sous garde militaire et non pas, comment dire, pénitentiaire. Et donc dans des conditions qui étaient un peu particulières. Au total, il a passé, 14 ans en captivité. Bon, par exemple, entre 70, ça comprenait le fait d'être confiné, par exemple, dans un ancien abreuvoir à chevaux qui Mmh. était vidé depuis plus de 2 ans. Et en fait, voilà, il a eu des problèmes de santé et graves et notamment des problèmes mentaux, hein, donc du coup, c'était très compliqué, il y avait 2 autres co-détenus qui ont réussi à communiquer entre eux, mais avec lui, ça a été plus compliqué parce que ça a été, parce qu'il c'est les conditions s'y prêtaient moins bien et donc il a été libéré en 85, lorsque, bah, effectivement, 85, ça correspond un peu partout en Amérique latine à la au à restauration de ouais, de aux du pays. redémocratisation. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc en fait, c'était une loi d'amnistie, qui couvrait, bah, les crimes, politiques, et militaires, connexes, c'est-à-dire en gros les 2. Ils ont acheté la paix avec l'armée et puis en même temps, bah, ils ont dit: «Bah, tant qu'à faire, on va libérer les autres». Et en fait, du coup, un certain nombre de Tupamaros ont alors Tupamaros, c'est rigolo parce que le mot était assez, comment dire? Péjoratif. Ça faisait référence à une rébellion indienne que de Tupac Amaru, contre le Brésil, si je me souviens bien, bien avant. Voilà, donc et ils ont rejoint un mouvement qui s'appelait le mouvement, de participation populaire et donc heu, comment dire? Et ils ont été acceptés dans une coalition qui s'appelle le Frente Amplio et qui est le vers le front large. C'est assez marrant qui regroupe, des unités différentes, différents partis et pas forcément de gauche. C'est ça qui est assez, enfin ou pas très à gauche en tout cas, ça c'est clair. Et voilà et donc c'est comme ça qu'après il a été réélu au Sénat et puis après il a été, ce mouvement-là, a grandi, a été une force, un peu majeure pour la derrière la victoire du candidat qui est Tabaré Vázquez. Et après, effectivement, donc Vázquez
a été élu, il a désigné comme ministre de l'élevage, l'agriculture et la pêche, ce qui tombe bien puisqu'il avait une petite ferme, hein, Bouteflika. Et puis après, bon, il avait été député, puis sénateur, et cetera, puis ministre. Et en fait, en 2009, il a été élu parce qu'en fait, son mouvement était majoritaire et donc en gros, Tamary Vasquez aurait préféré, un autre candidat qui était son ministre de l'économie et des finances et en gros, les primaires lui ont permis de devenir candidat à la présidence. Voilà et comment dire? Le slogan, c'était Un gobierno honrado, un país de primera, c'est-à-dire un gouvernement honorable, un pays de premier ordre. Ça fait penser un peu à Sankara qui avait renommé son pays le Burkina Faso, c'est-à-dire le pays des hommes intègres. Voilà, c'est un peu la même logique. Et voilà, donc du coup, il s'est un peu distancé de présidents comme Chavez ou Evo Morales en Bolivie, mais en se rapprochant aussi de Lula et de la socialiste chilienne Michelle Bachelet comme exemples régionaux, voilà, sur lesquels il modérait son administration. Donc en gros, il a fait un effort de mettre un costume pour la campagne, parce qu'il ne peut pas, mais sans Alors, cravate. Voilà, si je peux me permettre Eric, je ouais. vois Black Sheep qui dit, qui parle effectivement, du fascisme d'Emmanuel Macron. Alors je je déteste de tout mon être Emmanuel Macron, mais il faut pas mélanger les vraies dictatures fascistes qui a eu lieu Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. avec le fascisme ou avec le le proto-autoritarisme qu'on a en France. Ouais. Oui, il y a eu une répression des gilets jaunes, mais ceux qui ont été emprisonnés n'ont pas été abattus à bout portant dans la rue. Ils n'ont pas été jetés du haut d'un Et hélicoptère, pas de ça. exactement. Heu, les on n'est pas allé, quand on avait arrêté quelqu'un, chez lui pour violer sa femme Voilà, on n'a ou pas pour lui enlever ses enfants. ouais, Il faut se rendre compte, on parle, il faut oui et c'est fondamental de dénoncer, la répression exagérée et affreuse et les yeux, arrachés, les mains arrachées et cetera, il y a aucun doute là-dessus. Par contre, il faut, se rendre compte qu'on est bien, bien loin ouais, de la ouais. répression de ces pays-là. On Il y a une parle de gens gradation, qui partaient le matin, qui Heu, ouais. était conscient qu'il ne pouvait jamais revenir. Oui, oui, il y a une gradation. Par Mmh, exemple, en Argentine, on cherche toujours il y a des grands-mères qui cherchent toujours leurs petits-enfants qui ont été mmh, kidnappés et cetera parce que, leur fille, a été arrêtée et que voilà, les enfants ont disparu et qu'on les a filés à des familles riches qui ne pouvaient pas l'avoir. mmh. Ce qui laisse à réfléchir d'ailleurs sur les dérives potentielles sur de la GPA. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais en Alors fait, il faut vous dire, c'est ça, c'est qu'en fait, il faut non, moi je suis pas d'accord. Macron est un autoritariste. ah C'est oui, pas un ça c'est clair. démocrate, mais le fascisme, oui, c'est un concept politique, mais il y a beau il on n'a pas, de grands monuments avec des portraits de Macron partout, Ouais, il y a pas un culte de la personnalité qui a pris dans les écoles et cetera et il y a pas tout cette on marche pas construction très bien. de l'État nouveau, de l'homme neuf, ça existe pas. Donc c'est vraiment, il faut se rendre compte, pour être allé dans des pays réellement, fascistes ou avoir connu des gens qui ont résisté, on n'est pas dans le même niveau. Ça veut pas dire qu'on n'y arrivera pas, ça veut pas dire qu'on Il y a un en risque, mais voilà, mais on est dans des dérives autoritaires graves. Mais il y a pas de construction oligarchique, il y a pas un système de pensée qui a été, voulu, mis en place et cetera. À part le fait que c'est l'oligarchie financière qui domine et qui, veut diriger la France et qui impose son agenda. c'est-à-dire, en fait, c'est la grande histoire du bruit des bottes et du silence des pantoufles. Mmh. Et les pantoufles sont dangereuses, mais sous une autre forme, c'est plus vicelard, en fait. C'est ça le problème. On peut enfin, globalement, c'est vrai que c'est quand même compliqué on peut pas comparer parce que
on est sur un cran, mais vraiment nettement au-dessus. Alors après, enfin voilà, c'est-à-dire, Mais globalement, je suis d'accord qu'on prend des dérives très ah oui, graves. mais Le évidemment. fait de vouloir créer des Guantanamo, de vouloir abattre heu tous les délinquants. Effectivement, on s'inspire de certaines méthodes, Mmh, mais on n'est pas encore dans un schéma de pensée complet. C'est le la particularité du nazisme, et du fascisme global, mais aussi, du franquisme, de tous ces c'était complet. C'est-à-dire qu'il y avait tout qui allait, le révisionnisme historique, la manière de construire le récit national et cetera. Pour l'instant, nous, on a des bribes, effectivement, avec des dérives sur des points, mais il y a pas cet ensemble. Heureusement, on n'a pas encore, un Français qui, on va dire, on n'a pas de livre de référence comme, les Allemands ont pu l'avoir, avec Mein Kampf sous le nazi. Il y a pas encore cette unité-là. J'espère qu'elle existera jamais chez nous, ouais, mais effectivement, il faut être très, très, comment ça s'appelle? Attentif, et ne pas oublier, si là, par exemple, avec Eric, on peut faire ce qu'on fait, c'est bien la preuve qu'on n'est pas encore dans mmh, un état fasciste. Parce que on n'aurait pas sinon, pu le faire. Georges, quand il repasserait la frontière, hier, il serait directement en prison. C'est pas le Ouais, cas. ouais. Donc Oui et puis, oui, on inventerait un truc d'intelligence avec l'ennemi ou je sais pas quoi, ou enfin, tout à et fait. puis pour le voilà et après les conditions de après, ça serait pas les mêmes conditions de détention. C'est-à-dire, il y a un film, si vous avez l'occasion de le voir, j'avais trouvé un peu par hasard, ça s'appelait Buenos Aires 1977. Ça vaut le coup de le voir, c'est une histoire vraie. Les conditions de détention, comment ça se passait et cetera. C'est 3 mecs qui réussissent à s'évader, à la fin, mais dans des conditions un peu rocambolesques, mais leur arrestation, les conditions de l'arrestation, le traitement qu'ils subissent pour leur faire livrer des noms parce qu'on les soupçonne simplement, on n'a aucun élément, on les soupçonne simplement et cetera. C'est des choses qui se sont faites très, très, très couramment, quoi. Je veux dire, bon, on a eu des choses exorbitantes du droit commun, c'est-à-dire quand on te détourne des cartes de manifestants, on a pour les gilets jaunes, je pense. Mais là, ça aurait été dans ce type de dictature, ça aurait été carrément autre chose. C'est-à-dire tout le monde, arrêté, tout le monde attaché et cetera et tout le monde enfermé dans des trucs, non officiels avec, des espèces de miliciens, qui viennent passer éventuellement leur sadisme sur les gens, quoi. Mmh. Juste et pour qui en essayant de les briser. Enfin, il y a des tas de choses quand même, hein. Voilà, donc Alors ça, j'aime bien ce que Lizzie Lisset, a dit, mais voilà, c'est on va faire plaisir à Emmanuel, oui, mais effectivement. il faut faire attention. Heu, Black Sheep, je suis pas d'accord, c'est pas du nazisme ça, c'est juste du capitalisme. Le capitalisme, heu est comme ça, c'est sa nature même, et oui, les avancées sociales qu'on a eues au cours, du 20e siècle, heu et du 19e siècle, à force de lutte et de mort, hein, on a rappelé il y a pas si longtemps ça, les pendues de Chicago, dont on se souvient lors du 1er mai. C'est compliqué. Maintenant, effectivement, il faut faire attention avec les raccourcis historiques. Ça veut pas dire qu'il y a pas des dérives et qu'il y a pas des endroits où il y a des épurations ethniques, il y a pas, mais on n'est plus dans la même construction idéologique qu'avant. C'est-à-dire Non, que, heureusement, et c'est ça qui est dangereux, c'est là où on doit faire très attention puisque tous les ingrédients sont là, mais il y a pas encore cette unité, heu, on va dire, qui était caractéristique de ces États-là. J'aimerais que, et justement, parce qu'on parlait de Pepe Mujica, on a un invité mmh qui est déjà arrivé, mais je voulais faire le parallèle justement avec 2 faits. Alors, je vais parler juste d'un truc qui m'énerve beaucoup avant, parce que nous, on a beaucoup soutenu, pour sa panthéonisation et celle de ses camarades, et aussi pour la question du devoir de mémoire dont on a parlé la semaine dernière, et il y a quelque chose d'insupportable qui a été fait, quand même. C'est, on a détruit des panneaux à la mémoire de Missak Manoukian, hem
et de ses camarades, des FTP témoins, devant la mairie du 3e arrondissement. C'est un acte voulu, c'est pas juste des petits cons qui sont passés et qui se sont dit: «On va réaliser». C'est voulu, ça a été fait à 2 fois, parce que Ça a été certains ne ciblé. supportent pas que dans l'histoire de France, d'autres gens que, les entre guillemets «des bons Français» aient pu combattre pour un idéal français. Et ça, c'est inadmissible. J'espère qu'on va retrouver, ceux qui ont fait ça, parce que s'en prendre à la mémoire, c'est s'en prendre à nous tous. Et moi, je fais partie de ceux qui seraient capables d'aller juste pour faire chier ceux qui ont fait ça, aller poser une banderole géante, avec la tête de Missak Manoukian sur la mairie, ou même Mmh. taguer la mairie avec sa tête. Parce que franchement, ça, c'est alors c'est pas l'affiche rouge, c'est l'affiche. C'est une affiche. Bon, mais voilà, Non, mmh, ça peut être, un truc c'est très problématique. important. Et pourquoi, donc les 2 derniers, sujets, mais qu'on va, mettre ensemble. Donc on a accès, Alexis Kohler, quand même. Donc Mmh. parce qu'on vit dans un on vient de parler de Pepe Mujica, donc quelqu'un d'intègre, honnête, qui a lutté Qui pour ses reversait son idéaux. salaire du président. Imaginez que Macron, ils disent: «Bon, bah, écoutez, moi, vous me versez du ce que vous me versez, je reverse 95 pour la construction de logements social». Mmh. Imaginez ça. Imaginez le gars qui dit: «Bah, moi, quand il part, et bah, il dit: «Bah, je rentre dans ma ferme». Et d'ailleurs, il a habité pendant son mandat de président dans sa ferme. C'est-à-dire, c'est un petit truc, une petite baraque, c'est comme si, Macron allait s'installer dans un petit pavillon de banlieue, voilà, c'est exactement ça, avec des poules au fond du jardin, enfin, c'est et en gros, il a pas changé de ça. D'ailleurs, il veut être enterré dans son jardin, il est enterré dans son jardin d'ailleurs, Mmh. désormais. Et voilà, c'est quand même, alors son action a été, il s'est passé pas mal de choses pour les droits des travailleurs. Ça, on a oublié d'en parler. C'est une chose importante. Il y a des réformes sociétales qui ont été faites, en Amérique du Sud, elles sont pas évidentes, c'est-à-dire la légalisation de l'avortement, heu, la reconnaissance du mariage gay, et puis, aussi, alors la libéralisation du cannabis, bon, c'est un autre sujet. Son principal problème, c'était le narcotrafic qui était vraiment problématique, là-bas, et donc qu'il a un peu éradiqué de ce fait. Après, il y a d'autres sujets, et puis après, bah, il était connu pour son franc-parler, et puis aussi par, voilà, globalement la modestie de son train de vie, parce qu'il était, alors pas partisan de la décroissance, mais partisan de la sobriété. Alors Eric, tu reviens Voilà, sur notre sujet, voilà, alors, bah, c'est pour ça. je Non, mais sais, justement, c'est pour non, faire non, le mais lien c'est un petit peu important, avec ce qui se passe. alors, juste pour répondre sur ceux qui posent la question, heu, il y a des néo-nazis aujourd'hui qui défilent sans problème dans les rues de Oui, Paris. Ça devient une banalisation, c'est pour ça qu'il faut être très attentif avec ce qui se passe. ouais, Ça a pas été revendiqué, mais c'est clair que ceux qui ont fait ça savaient très bien ce qu'ils faisaient, pour ces dégradations-là. Mais par rapport à, justement de Moujika, ce qui est impressionnant, c'est nous, l'indécence. Alexis Kohler ouais. fait même pas l'effort. Il ne risque rien à venir Non, et non, dire: mais «On a été des nuls». Il ne non, risque non, attendez, rien, il y a une il est tentative de déjà suicide. à la Société Générale, il s'en fout, mais il a même pas, mais Non, non, mais attendez, il y a une tentative de poursuite contre Alexis Colère par rapport à ça. oui, et L'affaire a c'est été classé sans classée suite. sans suite par voilà, Et c'est donc, encore plus grave. comment vous voulez après que des jeunes, par exemple dans le tribunal à Bordeaux ou ailleurs, aient un respect quelconque de la justice? Parce qu'il y a un deuxième fait. Et alors, ce fait-là qui est peut-être d'autant plus grotesque justement puisqu'on vient de parler de Moujika, c'est ce gars-là. Le mec, il prend 1 an ferme, sous bracelet déjà, ce qui, comme on dit, est déjà vachement sympa. Et au bout de 2 mois, quoi, on lui enlève déjà son bracelet. C'était trop dur comme peine. Tu parles, oui, tu parles de Sarkozy. Mais oui, Oui, et bien puis sûr, je partage pour les le coup, c'est un c'est bracelet, c'est un comment, confinement. mais Tout est fait. imaginons, moi, je suis jeune de banlieue, je me fais choper avec 20 grammes de shit. Les flics me font chier, je vois ça, mais j'ai envie de foutre le feu partout. Non, non, Mais mais je tout m'arrête tout plus quand les tout flics, c'est bah, tout simplement, je veux dire, bon, le cas de Colère, par exemple, c'est du refus d'obtempérer. mmh? C'est équivalent à ça.
Donc il y a des mecs, eh ben, qui font du reflux d'obtempérer, et qui, eh ben, et pour qui ça se termine mal, mais par contre, pour un certain nombre d'autres gens, tout va bien. Voilà, Oui, non, non, c'est ça qui est problématique parce que du coup, on a donne l'impression que tout est facile, qu'on paye jamais les conséquences de ses choix. Et c'est quand même un vrai ça, c'est quand même un vrai problème parce que globalement, la jeunesse va se dire: «Ben, pourquoi, de toute façon, ça va bien se passer et puis je m'en sortirai et puis après, alors j'ai revu là récemment un truc de délinquant qui disait mais, heu, c'est un gars originaire d'Algérie qui disait: «Mais, c'est trop cool ici». Et le juge leur disait: «Bah, ça rappelle à la loi». Bah, le mec il disait: «Ah, c'est trop cool ici, putain en Algérie, qu'est-ce qu'on aurait chié». Voilà. Bon, c'est quand même important. oui, non, mais c'est vrai que là, ce que je disais, quel exemple on donne? Voilà. Heu, Sarkozy aurait pu quand même c'est-à-dire que c'est tellement insupportable pour ces gens-là d'être jugés par, la justice du peuple. 1 an sous bracelet pour un mec qui fout rien, franchement, de la journée, à parcourir comme un dindon, parce que je sais pas si certains ont déjà vu ces vidéos où il fait du jogging comme ça et un peu bizarre. Bon, hem, c'est quoi le problème? Il perd ses privilèges d'ancien président? Non. Il y a tous les avantages. «Ah mais, liberté de déplacement». Ah bah oui, c'est vrai, on peut pas voir avec qui il va magouiller. Oui, mais enfin le confinement, ça a frappé toute la population qui avait rien fait. À un moment Voilà, donné, alors on peut je bon, c'est un grand classique en cas d'épidémie, bon, on le savait quoi, surtout quand on ne maîtrise pas le sujet et voilà. Mais globalement, bah, on a dit aux gens: «C'est pas bah, c'est comme ça, puis c'est pas discutable». L'autre, il a tapé, enfin bon, il a fait ouais. ce qu'il a fait, hein, c'est pas la peine de rappeler. Heu, bon, bah, s'il est confiné, c'est pas méchant. Il aurait pu être en zonzon, hein. Et la bouffe en zonzon, c'est pas terrible, hein, manifestement. Donc bon, lui, il peut bien manger et je pense que chez lui, il est bien logé. Donc Alors certains disent qu'il a bénéficié d'aucun passe-droit, c'est parce qu'il a dépassé 70 ans, que lorsqu'on est parent d'enfants de moins de 10 ans, ou bref, alors que je crois que sa fille a un peu plus de 10 ans, mais et surtout qu'il fait des efforts sérieux de réadaptation sociale. Franchement, non mais je veux dire, c'est ça le problème. Alors soit c'est inadmissible et que ceci et on considère que ces lois sont trop laxistes. Parce que pour moi, quelqu'un qui est sous bracelet devrait pas avoir de remise de peine puisque le bracelet est déjà une remise de peine. oui. Donc c'est déjà une alternative à la prison, donc tu fais jusqu'au bout. Tu choisis, bah, soit tu fais plus de prison, mais dans ces cas-là, à la limite, tu peux être libéré avant et tu auras pas de bracelet, soit tu prends le bracelet et dans ces cas-là, bah, tu vas jusqu'au bout. Mais on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et quel exemple pour notre jeunesse! C'est et pas que notre jeunesse. Comment on va expliquer qu'on a un Bernard Arnault qui a, son argent offshore, qui paye pas d'impôts, qui vient dire: «Eh la France, c'est dégueulasse, il y a trop de charges, machin, mais» soutenu par un certain Jordan Bardella. Mmh. On va dire à monsieur Michu: «Ah mais les 500 balles que vous avez fait de brocante cette année et que vous avez pas déclaré, on va vous taxer dessus». Ou comme le disait Philippe Grégoire: «Bah, l'éolienne que vous avez, bah, la commune, vous gagnez un peu trop de sous, on va prendre des sous dessus». Mais comment on veut expliquer ça aux gens? Le pacte social, c'est basé sur une confiance mutuelle qu'on a que nos dirigeants font bon usage de notre argent pour le bien commun. Comment on veut, heu, justement que les gens après soient pas dans une défiance complète et refusent de contribuer à l'effort collectif? Puisqu'ils ont l'impression que leur effort, c'est, on est tous à pousser comme des forçats, comme on dit, le carrosse, d'un noble et pas du tout, aller tous dans un effort commun au même, dans le même sens. Donc c'est plus possible tout ça.
Ouais. Je suis désolé, ça m'énerve parce que quand j'ai vu cette nouvelle, je me suis dit: «C'est vraiment un crachat au visage de tous les Français». Déjà, la condamnation a été extrêmement faible pour et moi je le dis, et là alors là, je suis prêt à aller au tribunal, si un jour il m'assigne au tribunal. Nicolas Sarkozy est un criminel de guerre. Qu'on le veuille ou non, l'intervention en Libye est un crime grave contre l'humanité. Il n'y avait rien qui justifiait, à part le fait qu'il voulait faire taire des magouilles, d'avoir fait ce qu'il a fait en Libye. Enfin, la Libye, je pense qu'il y avait un vrai sujet, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est en train de se structurer, c'était autour, en Afrique, autour de notamment de la Libye, c'était, Oui, la le monnaie commune. système, voilà, c'est la monnaie commune et donc du coup, un truc qui sortait un petit peu de la tyrannie du dollar essentiellement et aussi, bah, aussi du franc CFA, pour une partie des pays africains. On est bien d'accord, mais ça reste un Ouais, criminel de guerre. Bombarder des populations civiles et détruire un pays comme ils l'ont fait, mais comme, George Walker Bush, tous ces gens-là et alors, il est mort, il y a pas longtemps, mais fait partie de ceux qui ont jamais été traduits en justice, Kissinger. Ces gens sont des criminels, au même titre que, on peut dire c'est-à-dire on peut pas avoir, un deux poids deux mesures à dire: Vladimir Poutine est un criminel qui nécessite pour ce qu'il a fait en Tchétchénie ou en Ukraine de passer devant la cour pénale et que derrière un Kissinger, un George Walker Bush ou un Nicolas Sarkozy peuvent s'en sortir. Donc c'est donc déjà moi c'est ça qui et l'exemple que ça donne, cette impunité totale entre colleurs et lui on vit vraiment dans un pays où, oui, on peut là-dessus on peut dire qu'il y a un vrai laxisme judiciaire vis-à-vis des puissants. ah oui, tout à fait. Souvenez-vous, c'était Bernard Arnault justement qui avait négocié sa peine, dans l'affaire Ruffin où, il payait une amende à la justice parce que, pour, s'esquiver. Et d'ailleurs, si je me trompe pas et il faut regarder un peu plus sérieusement, mais il y a une procédure de plaider coupable qui est poussée par, très fort par, monsieur pas par Retailleau, par Darmanin et il faudrait regarder parce que le diable est toujours dans les détails et je me demande à jusqu'à quel point cette procédure de plaider coupable, alors on me dit: «Voilà, c'est pour les comparutions immédiates», ne va pas servir aussi aux puissants pour payer des fortes amendes de plaider coupable via un aménagement comme aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on peut faire ça. Si on a beaucoup d'argent, on dit: «Bon, ben, je vais éviter les poursuites, je file 30 millions Ouais. et ça peut se négocier. Tout est négociable aux États-Unis. Heu, Ça c'est en train d'essayer de venir en France, hein. C'est-à-dire qu'en gros, tu portes plainte contre quelqu'un et puis, ben, en gros, tu négocies le retrait de plainte, des fois. Des fois, c'est une bonne façon d'obtenir du pognon. Enfin, mmh. j'ai entendu parler d'un cas comme ça, enfin, qui visait à ça récemment là, dans mon entourage. Ce qui est sûr, c'est que bref, c'est il faut faire très attention. Alors en consignant tic effectivement, on est, on on est face à une problématique. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à cette logique du plaider coupable. Déjà parce que le plaider coupable, il peut être manipulé. C'est-à-dire que demain, imaginons, vous êtes employé d'un riche, oligarque qui a une usine. Il y a un accident grave sur cette usine et vous, vous êtes simple contremaître de l'usine et on vous dit: «Écoute, tu vas dire que c'est de ta faute, tu vas prendre 2 ans et on te file 10 millions. Bah, le mec, il peut dire oui, alors qu'il a aucune responsabilité et que la responsabilité, c'est de l'oligarque qui a fait n'importe quoi et qui a voulu gagner de l'argent sur la sécurité des employés. Typiquement, oui. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait des enquêtes et ce truc de négociation comme ça, c'est encore très, 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 très risqué. Maintenant, on verra bien comment ça va se faire, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une justement le fait que ça sorte en même temps que le décès de Pepe Mujica, ça je trouve que ça nous renvoie un miroir, déformant comme ça au visage
qui devrait nous interroger sur, qui on a mis au pouvoir, toutes ces années et comment on devrait les dégager.